2 juin 2025. Un alpiniste de 41 ans se tient à 3650 mètres sur la montagne la plus dangereuse d'Amérique du Nord, faisant ce qu'il aime le plus. Il grimpe depuis des années, il connaît les risques, il a pris toutes les bonnes décisions. Mais en 2 secondes, un faux pas mettra fin à sa vie et 8 jours plus tard, la montagne en réclamera une autre. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment 2025 est devenue l'année où nous avons finalement dû admettre que la dernière montagne vraiment libre sur Terre avait disparu. Et ce qui est arrivé à Denali arrive aussi pour chaque endroit sauvage que vous avez rêvé d'explorer. Bienvenue à la limite extrême. Alex Chu n'était pas un amateur du week-end qui s'est retrouvé dépassé. À 41 ans, il était un alpiniste à ski expérimenté qui savait exactement ce qu'il faisait. Il avait passé des années en montagne. Il comprenait les risques. Ce matin de juin, lui et 2 partenaires d'escalade progressaient sur l'arête ouest du Denali. C'est la voie la plus populaire de la montagne, mais populaire ne veut pas forcément dire sûr. Avec ses 6190 mètres, le Denali est le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord, mais la hauteur n'est qu'une partie de ce qui le rend dangereux. La montagne se trouve au cœur de l'Alaska, isolée de tout, aucune route n'y mène, il n'y a aucune infrastructure, aucune équipe de secours qui attend au pied de la montagne. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés, les rafales de vent dépassent les 160 km/h. C'est le genre d'endroit où l'expérience compte, où être préparé peut vous sauver la vie et où être presque prêt peut vous tuer. Alex et ses partenaires ont atteint Squirrel Point, une section exposée et rocheuse de l'itinéraire qui surplombe le glacier Peters. C'est un endroit où un faux pas signifie une chute de 900 mètres sur les rochers et la glace en contrebas. Ils avançaient le long de la traversée glacée quand quelque chose a mal tourné, peut-être qu'un crampon a glissé, peut-être que la glace a cédé. Ça pourrait être un de ces moments où la montagne te rappelle qui commande vraiment. Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est qu'Alex a glissé et est tombé, et il ne s'en est pas remis. Ses 2 compagnons d'escalade ont regardé avec horreur leur ami dévaler la paroi, rebondissant sur les rochers et la glace, disparaissant dans l'immense pente en contrebas. Ils ont essayé de se pencher le plus loin possible au-dessus du bord, appelant désespérément son nom, tendant l'oreille pour entendre une quelconque réponse. Rien, juste le vent qui leur hurlait en retour. Et voici ce qui a rendu sa petite glissade particulièrement tragique. Alex n'était pas encordé sur beaucoup de montagnes, surtout dans l'Himalaya. Des cordes fixes, des lignes de sécurité et une infrastructure seraient là pour te rattraper en cas de problème. Mais le Denali était l'endroit où tu comptais sur ton propre jugement, ta propre compétence et ta propre évaluation du risque. C'est ce qui le rendait libre, c'est ce qui le rendait réel. Alex a fait le choix que les alpinistes expérimentés font chaque jour. Il a évalué le terrain, fait confiance à ses capacités et a avancé, même au prix de sa propre vie. Après la chute d'Alex, des vents violents et de fortes neiges ont aussitôt empêché tout sauvetage pendant 2 jours. Son corps reposait sur cette pente de 900 mètres tandis que ses partenaires descendaient chercher de l'aide, la météo empêchant les rangers d'accéder au site. Peux-tu imaginer ce que ces 2 jours ont dû être pour ses partenaires d'escalade, sachant que leur ami était là-bas, sans rien pouvoir faire, regarder la tempête faire rage et le temps s'écouler. Finalement, le 4 juin, lorsque le temps s'est suffisamment éclairci pour qu'un hélicoptère puisse voler, les rangers ont trouvé le corps d'Alex au bas de la pente. Il était décédé sur le coup. Si la mort d'Alex avait été un cas isolé, l'histoire serait sans doute différente aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Seulement 8 jours plus tard, le 10 juin 2025, le Denali a coûté une autre vie. D'une manière qui montre à quel point les choses peuvent passer de parfaites à fatales sur cette montagne, un minuscule détour dans ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je partage du contenu plus profond, vidéos exclusives, analyses ou histoires personnelles absentes de YouTube. Découvre les coulisses avec moi en rejoignant la communauté extrême sur Patreon. À bientôt là-bas. Nicolas Visini avait 29 ans, il venait de l'État de Washington et il vivait son rêve. Lui et son partenaire de snowboard avaient réussi à gravir la voie West Buttress du Denali et descendaient dès maintenant près d'un endroit appelé Rescue Gully, au-dessus du camp 14 à environ 16 600 pieds d'altitude. Ils avaient réussi, ils étaient en train de redescendre, ils étaient presque en sécurité. C'est à ce moment-là que tout a basculé. À 18h15, Nicolas et son partenaire ont déclenché une avalanche de plaques friables en descendant la pente. Un instant, ils descendaient prudemment à travers la neige et l'instant d'après, toute la pente sous eux a soudainement grondé et s'est mise à bouger. Imaginez la terreur de cet instant où vous réalisez que le sol sous vos pieds n'est plus solide. Quand la physique l'emporte, vous devenez juste un autre débris emporté par des tonnes de neige et de glace en mouvement.
L'avalanche a emporté Nicolas sur plus de 450 mètres en bas de la montagne, le faisant rouler à travers un chaos violent de neige, de glace et de rochers. C'est ici que l'histoire devient encore plus intense. 2 gardes de montagne faisaient justement une ascension d'acclimatation à proximité. Ils ont localisé le partenaire de Nicolas sur les débris de l'avalanche et l'ont rejoint rapidement après avoir vérifié sa stabilité. Ils ont aussitôt lancé une recherche avec le détecteur d'avalanche dont le signal les a guidés vers un endroit du champ de débris où une partie du corps de Nicolas était visible. Il était en grande partie enseveli, piégé sous le poids de toute cette neige et cette glace. Les Rangers ont commencé à creuser frénétiquement, essayant de dégager ses voies nécessaires respiratoires, essayant de lui donner une chance, mais il était déjà trop tard. L'avalanche l'avait déjà emporté. Pense à ce que cela a dû être pour Nicolas dans ses derniers instants. La pente cède sous lui, cette sensation de chute qui noue l'estomac, sans aucun moyen d'arrêter les roulades violentes alors que l'avalanche l'emportait vers le bas. Incapable de savoir où était le haut, incapable de respirer, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de subir la puissance brute et terrifiante de la montagne. Puis l'arrêt brutal alors que des tonnes de neige l'ensevelissaient, le pressant de toutes parts. L'obscurité, le froid et la terrible prise de conscience que c'était ainsi que tout se terminait. 2 morts en 8 jours. Tous 2, alpinistes expérimentés sur le même parcours, prenaient des décisions adoptées avec succès par des milliers d'autres. Alors, que s'est-il passé ? Ont-ils commis des erreurs ? Étaient-ils imprudents ou y a-t-il quelque chose de plus sombre en jeu ? Eh bien, les décès sur le Denali ne sont ni rares ni inhabituels. Une étude ultérieure a compté 96 décès sur le Denali entre 1903 et 2006 et 51% de ces décès sont survenus sur l'arête ouest, le même itinéraire commercial qu'Alex et Nicolas empruntaient. 45% de tous les décès étaient dus à des chutes, tout comme celui d'Alex. La montagne tue des gens depuis que l'on essaie de l'escalader. C'est en partie ce qui fait sa renommée. En fait, 1992 a été l'année du tournant. Cette année-là, Denali a connu sa saison la plus meurtrière, avec 11 morts en une seule année. Les catastrophes ont été brutales et publiques. Elles ont déclenché une vague de débats publics. Les politiciens voulaient des réponses, les contribuables étaient de furieux. Les médias ont couvert l'affaire sans relâche. Denali est devenu un problème à résoudre. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Après les catastrophes de 1992, le service des parcs nationaux a compris la nécessité d'agir pour protéger les gens et ils ont donc mis en place une inscription obligatoire et des briefings avant l'ascension. En apparence, cela semblait anodin. Quelques protocoles de sécurité de base, informer les gens sur leur engagement et suivre qui est sur la montagne en cas de problème. Qu'est-ce qui pourrait clocher avec ça ? Sauf que l'inscription n'était pas seulement une question de sécurité, c'était une question de contrôle. C'était la première fissure dans le barrage. Une fois que vous établissez que les alpinistes doivent s'enregistrer, vous avez établi le principe que le gouvernement peut suivre qui grimpe et quand. En imposant des briefings obligatoires, vous permettez aux bureaucrates de juger votre préparation. Une fois que ces principes sont en place, ce n'est qu'une question de temps avant que les restrictions ne deviennent de plus en plus strictes. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1995, seulement 3 ans plus tard. Ils ont renforcé les exigences d'enregistrement et augmenté les frais. La justification, c'était bien sûr la sécurité, et le plus drôle, c'est que ça a effectivement fonctionné après la mise en place du système d'enregistrement de 1995. Le nombre de décès a diminué d'environ 53%. Mais au lieu de célébrer ce succès et de s'arrêter là, le service des parcs y a vu la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Les décès ont diminué. Cela signifie que les réglementations fonctionnent, et si certaines réglementations fonctionnent, alors plus de réglementations doivent fonctionner encore mieux. Vous voyez où cela mène. Au début des années 2000, les exigences d'équipement sont devenues la norme et il fallait prouver qu'on avait assez de provisions. Les Rangers ont commencé à effectuer des contrôles d'équipement au camp de base, passant en revue votre matériel pour s'assurer que vous aviez tout ce qui figurait sur leur liste approuvée. Les séances d'orientation obligatoires sont devenues plus longues et plus détaillées. Ils ne se contentaient plus de vous parler de la montagne. Ils vous évaluaient, décidant si vous en étiez digne. Pour être honnête, en entendant tout cela, vous pourriez vous demander « Quel est le problème ici ?» Ce ne sont que des formalités et des contrôles de sécurité, non ? Mais comprenez ceci. Autrefois, les montagnes étaient parmi les rares lieux où l'on pouvait vraiment être libre. Vous veniez avec votre équipement, vos compétences et votre courage. Mais la montagne décidait si vous étiez à la hauteur. Denali restait le dernier bastion de ce monde. Habituellement, pour gravir le Denali, ça se passe ainsi. Vous vous inscrivez auprès des parcs nationaux, prenez l'avion pour Talkeetna en Alaska, puis assistez à une séance d'orientation obligatoire, où les rangers vérifient expérience et équipement.
Ensuite, vous chargez un avion de brousse, atterrissez sur le glacier Kaitna à 7200 pieds et commencez à transporter 120 livres de matériel sur la voie de l'arête ouest. Pas de porteur, pas de maison de thé, pas de caravane d'oxygène, juste vous et votre cordée. Tirez des traîneaux dans de la neige jusqu'à la taille, établir des camps et espérer qu'une fenêtre météo s'ouvre avant que vos provisions ne s'épuisent. Vous planifiez l'itinéraire, vous fixez le rythme, vous prenez les décisions. C'est une montagne à faire soi-même dans tous les sens du terme. Ce sont évidemment des conditions d'escalade très rudes. Mais pendant des décennies, c'était justement ça, l'attrait. La montagne ne se souciait ni de votre CV, ni de votre compte en banque, seulement de vos compétences. Mais ce monde-là a pris fin, et cela est devenu évident pour les alpinistes en 2025. D'abord, rien que pour gravir Denali cette année, il faut payer des frais d'utilisation spéciale de 440 $ si vous avez 25 ans ou plus, ou 340 $ si vous êtes plus jeune, sans oublier les frais d'entrée du parc. Et vous faites partie d'au maximum 1500 alpinistes autorisés à gravir le sommet cette saison. Certes, ce n'est pas une grande augmentation de prix, et Denali n'est pas une exception. 2025 est devenu un tournant pour les montagnes du monde entier. Les alpinistes de l'Everest, par exemple, paient 15 000 $ rien que pour le permis, et cela après que le Népal l'a augmenté de 11 000 $. Donc, 440 $ semble raisonnable. Mais le vrai problème n'est pas le tarif. Le vrai problème, c'est ce qui vient avec le contrôle. Vous devez vous inscrire 60 jours à l'avance, pas 30 jours ou quelques semaines, mais 2 mois complets. Et à moins que vous ne fassiez partie d'une catégorie d'exception très restreinte pour les alpinistes expérimentés, cette date limite est stricte. Vous ne pouvez plus surveiller les conditions météorologiques, vous ne pouvez plus attendre qu'une fenêtre parfaite s'ouvre et sauter dans un avion. Tout l'intérêt du Denali, c'était que vous pouviez prendre ces décisions vous-même, maintenant quelqu'un d'autre décide de votre calendrier. Et puis, il y a le problème de l'ascension en solo sur le Denali. Cela relevait autrefois du faire soi-même. Quelques papiers à remplir et c'était parti. Maintenant, les alpinistes en solo parlent de longs formulaires, de journaux détaillés de chaque montagne qu'ils ont gravie. Et des questions qui ressemblent moins à une inscription et plus à une demande d'autorisation pour prendre la responsabilité de soi-même. Même les expéditions d'escalade guidées, avec le temps, ont été soumises à des permis, des assurances et des contrats avec le parc. C'est maintenant un jeu qui favorise les grands services de guides bien capitalisés. Donc, même si vous vouliez de l'aide, vos options se réduisent à ceux qui peuvent se permettre de jouer selon les règles. Ensuite, il y a le système Clean Mountain Can. Le Denali fut l'un des premiers sommets à imposer aux alpinistes de ramener leurs déchets dans des Clean Mountain Cans. C'est un système qui a commencé au début des années 2000 et qui s'est tellement développé que, vers le milieu des années 2010, les alpinistes devaient ramener leurs déchets du camp supérieur à 17 000 pieds jusqu'au camp de base. Et en 2025, le parc est catégorique. L'élimination correcte des déchets est obligatoire et les contrevenants seront sanctionnés. L'objectif est de garder la montagne propre et personne ne s'y oppose. Mais c'est un autre aspect de l'ascension qui est désormais surveillé et contrôlé. Vous ne pouvez même pas gérer vos propres déchets sans suivre des règlements spécifiques du parc et, en apparence, rien de tout cela ne semble déraisonnable. Payer des frais, s'inscrire, emporter ses déchets, respecter des règles, tout cela semble être des mesures de sécurité et de protection de l'environnement, non? Mais tout cela pointe vers une vérité plus sombre et plus troublante. En 2025, les alpinistes ont dû regarder autour d'eux et finalement admettre la dure vérité. Impossible d'être spontané, sauf dans une rare catégorie de 7 jours. On ne peut plus juste attendre la bonne météo et partir. Il faut désormais une autorisation pour grimper seul. Les petites compagnies de guides sont évincées, le prix ne cesse d'augmenter. Chaque aspect de l'ascension est surveillé et contrôlé. Le service des parcs nationaux a fait du Denali, jadis accessible aux grimpeurs compétents, une montagne où l'ascension dépend désormais de leur autorisation. La dernière montagne libre a disparu. Et le pire, c'est qu'aucune de ces mesures n'aurait sauvé de véritables alpinistes comme Alex ou Nicolas sur les pentes en cas d'accident. Alex est tombé sur une voie qui a été cartographiée, étudiée, réglementée et analysée statistiquement jusqu'à l'excès. Nicolas était mort sur une pente. Les Rangers patrouillent depuis des décennies, tous deux en 2025, tous deux dans un système. Ce système indique désormais quand enregistrer, assister à l'orientation, comment satisfaire tes besoins et le nombre d'alpinistes autorisés au sommet. Aucune quantité de paperasse, de leçons de sécurité ou de hausse de frais n'aurait pu empêcher leur mort. Mais les institutions ne voient pas les choses ainsi. Le service des parcs devait être vu en train de faire quelque chose, il devait montrer au Congrès, aux contribuables, aux médias qu'ils prenaient des mesures. Ils ont ajouté des règles, des restrictions, plus de contrôle, tuant encore un peu de ce qui rendait Denali libre au nom de la sécurité. Mais pourquoi? À cause des mêmes forces qui, depuis 30 ans, tuent lentement l'aventure en Amérique et ailleurs.
les compagnies d'assurance qui considèrent chaque mort comme un procès potentiel, et les avocats ayant persuadé les parcs de leur responsabilité à chaque mauvaise décision. Des entreprises de guides commerciaux pour adultes réclament des règles plus strictes, excluant petits opérateurs et grimpeurs indépendants, ce qui leur donne le monopole d'accès à la montagne. Une culture devenue si terrifiée par le risque, tellement obsédée par la sécurité, préfère réglementer la liberté plutôt qu'accepter que certaines choses soient dangereuses, ce qui est normal. Si vous pensez que c'est la fin, vous vous trompez. Regardez les autres grandes montagnes du monde. Elles ont toutes suivi le même schéma. Petite réglementation après incident, puis règles plus strictes, guides obligatoires et enfin interdiction totale de l'escalade en solo. Cela se produit lentement, sur des décennies, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que la montagne a disparu. L'Everest était autrefois le défi ultime de l'alpinisme. Aujourd'hui, des gens paient 50 000 $ pour être tirés au sommet par des Sherpas, enjambant des corps gelés et patientant dans des bouchons. À 8 848 mètres, ils imposent qu'il y ait un guide pour chaque groupe d'alpinistes. Ils ont complètement interdit l'escalade en solo. L'Everest n'est plus une montagne, mais un parc d'attractions pour riches, voulant dire qu'ils l'ont gravi sans vraiment le mériter. Le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, est encore plus contrôlé. Il faut obtenir l'autorisation de l'armée pakistanaise parce qu'il est très proche de la frontière indienne. Vous devez engager un officier de liaison qui vous accompagne pendant toute l'expédition. Vous ne pouvez pas juste arriver et escalader. Une agence de voyage agréée doit gérer vos papiers, ce qui nécessite des semaines de démarches avant même d'accéder à la montagne. Le Kilimandjaro en Tanzanie ne vous laissera pas grimper sans un guide agréé, point final. Vous ne pouvez même pas tenter l'ascension en solo. Chaque montagne emblématique de la planète a été prise d'assaut par la bureaucratie, la commercialisation ou les deux. Le Denali n'est pas encore perdu. Vous pouvez encore l'escalader de façon indépendante, vous pouvez encore y aller en solo si vous remplissez les formulaires, vous pouvez encore prendre vos propres décisions sur la montagne. Mais 2025 nous a montré exactement comment cette histoire se termine. Elle se termine de la même façon qu'elle s'est terminée sur l'Everest, sur le K2, sur chaque montagne. Débutant par quelques mesures de sécurité raisonnables, cela s'est terminé par un contrôle réglementaire total. Alors, que faire et où aller lorsque la dernière montagne libre a disparu ? Acceptons-nous que l'aventure soit morte et que tout ce qui en vaut la peine soit devenu une expérience sûre et réglementée ? Faisons-nous la queue pour nos permis et attendons-nous une approbation en prétendant que grimper avec autorisation équivaut à grimper en liberté ? Ou insistons-nous pour que certaines choses restent difficiles, risquées et libres, même si des gens en meurent ? Je n'ai pas la réponse, mais je sais ce que nous avons perdu. Alex Chou est décédé en pratiquant sa passion sur une montagne qui lui offrait liberté et choix. Nous avons perdu Nicolas Visini, qui a déclenché une avalanche et a payé le prix ultime pour s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Nous sommes en train de perdre Denali, pas la montagne, elle existe toujours. Vous pouvez toujours acheter un permis, mais l'idée de Denali, c'était ce grand sommet sauvage que vous pouviez aborder à votre façon. Cela a disparu en 2025. Que pensez-vous de ces nouvelles réglementations ? Est-ce que ces règles rendent l'escalade plus sûre ou est-ce qu'elles détruisent simplement ce qui lui donnait tout son sens à l'origine ? Dites-le moi dans les commentaires, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.